C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Abdallah Hamdok, le Premier ministre soudanais, de retour chez lui. C'est du moins ce qu'affirment les militaires qui l'avaient mis aux arrêts hier après le coup d'État. C'était l'une des revendications des manifestants. Ils étaient nombreux dans les rues de Khartoum aujourd'hui. On fera le point avec notre envoyé spécial dans un instant. Nous irons également dans cette édition au Cameroun, un an après le massacre de Kumba. Les familles des victimes sont toujours en deuil. En octobre 2020, 7 enfants avaient été tués par des présumés séparatistes anglophones dans leur salle de classe. Reportage à suivre. Enfin, le Nigeria, premier pays d'Afrique subsaharienne, a lancé une version numérique de sa monnaie, le e-Naira. Objectif, se positionner face à la popularité croissante des cryptoactifs. Les détails à la fin de ce journal. Les Soudanais ne semblent pas prêts à se laisser voler leur révolution. Ils sont encore très nombreux dans les rues de Khartoum. Certains ont dressé des barricades et ont appelé au retour à l'ordre constitutionnel. Ils réclamaient également la libération du Premier ministre interpellé par les militaires. Ces derniers ont annoncé qu'il était de retour à son domicile. Elliot Samuel. Sur ces images amateurs, des manifestants tentent de former des barricades à l'aide de feux et de pierres en pleine route. À Khartoum, la situation est toujours aussi tendue et la capitale soudanaise ressemble à une ville morte. De très nombreux Soudanais continuent de protester contre le coup d'État militaire de lundi. Les manifestations ont déjà fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Beaucoup ont été admis dans cet hôpital de l'est de Khartoum. Ils ont commencé à tirer des balles à blanc, puis des vraies balles. J'ai vu 2 personnes tomber au sol. Il y avait 11 soldats et 2 colonels dans un véhicule militaire qui tirait. Le véhicule s'est approché à 2 reprises des blessés. Lundi, le chef de l'armée a mis fin à la transition en place depuis 2 ans qui avait vu une coopération entre militaires et civils. Abdel Fattah al-Burhan assure qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais que le but est d'éviter une guerre civile. Pour lui, il faut avant tout une nouvelle trajectoire à cette transition. Toutes les autorités en place ont été dissoutes. Tous les vols en provenance ou à destination de Khartoum sont, eux, suspendus jusqu'à samedi. La situation est tendue depuis hier. Au moins 4 manifestants ont été tués par balles et plus de 80 blessés selon un syndicat de médecins. Notre envoyé spécial Bastien Renouille est allé à leur rencontre. Écoutez. La situation était beaucoup plus calme ce mardi à Khartoum. Il y avait très peu de présence militaire dans les rues de la capitale. Les seuls soldats que j'ai pu voir étaient aux alentours de l'aéroport, sur les principaux ponts de la capitale aussi, où ils bloquaient l'accès aux villes voisines, mais très peu de présence des forces de l'ordre dans le reste de la ville. Au niveau des manifestants, il y avait toujours des groupes de plusieurs centaines de personnes, notamment en périphérie de la capitale, qui bloquaient les rues, qui bloquaient des artères principales de Khartoum, qui allumaient des feux, qui dressaient des barricades, qui chantaient des chansons pro-révolution. Je vous propose d'écouter cette manifestante qui résume bien la pensée des manifestants que j'ai pu rencontrer aujourd'hui. Le général al-Burhan n'est qu'un menteur. Il a menti à tout le peuple soudanais. Il a dit qu'il allait protéger les manifestants, mais ça n'a pas été le cas. Il a tué des manifestants. Les militaires nous mentent. Ils ne veulent pas d'un pays en paix. Si c'était le cas, ils écouteraient les gens ici dans la rue. On dit à al-Burhan qu'il doit partir. On veut que le pays soit géré par des civils. Ces manifestants affirment qu'ils resteront dans la rue jusqu'à ce que le pouvoir militaire se retire et rende sa place au gouvernement civil d'Abdallah Hamdok. Ils exigent que l'esprit de la révolution de 2019 soit respecté et que la transition démocratique aboutisse en juillet 2023, date des élections qui sont prévues normalement selon le document de la constitution de transition. Les civils craignaient fortement une nouvelle répression en cette deuxième journée de manifestation. Elle n'a pas eu lieu alors que la veille, près de 140 personnes avaient été blessées, au moins 7 personnes avaient été tuées. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de répression ce mardi dans les rues de Khartoum. C'était il y a un an, le 24 octobre 2020. 7 élèves avaient été tués en pleine salle de classe à Kumba, dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. Les auteurs de l'attaque, des hommes armés, sont soupçonnés d'appartenir au mouvement séparatiste anglophone du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Un an plus tard, les familles des victimes sont anéanties. Reportage de Marcel Amoko et Luc Armel Ngouo. Une école abandonnée en pleine saison des pluies, des salles de classe désertes, du sang encore visible au sol et une simple plaque en mémoire de cette victime.
À l'école Mother Francisca de Kumba, dans le sud-ouest anglophone du Cameroun, les stigmates d'une attaque qui avait choqué le pays tout entier le 24 octobre 2020. Ce jour-là, 7 adolescents âgés de 10 à 15 ans ont été assassinés par des hommes armés, soupçonnés d'être des rebelles séparatistes. Cet enseignant qui témoigne sous anonymat pour des raisons de sécurité a vécu l'horreur. Arrêté en même temps que 4 de ses collègues pour les besoins de l'enquête, il a passé 6 mois en prison avant d'être libéré sans charge. Il ne s'en est toujours pas remis. Ces élèves sont venus pour apprendre et au lieu de cela, leurs parents qui les attendaient à la maison ont appris que leurs enfants étaient décédés. C'est affreux, je suis venu à l'école pour enseigner, mais je me suis retrouvé en prison. Je me demande quelle faute j'ai commise. Quelques kilomètres plus loin, cet homme de 45 ans a vu sa fille frôler la mort. Hospitalisée durant 5 mois, elle se remet progressivement de ses blessures, mais difficile d'oublier ce traumatisme. Elle est toujours traumatisée. Par exemple, l'autre soir, à environ 21h30, nous avons entendu des coups de feu. Sa réaction à ces coups de feu montre qu'ils lui ont rappelé ces tristes images du 24 octobre 2020. L'adolescente de 13 ans a repris le chemin de l'école dans un autre établissement plus éloigné de son domicile, avec toujours cette peur au ventre. Les groupes armés séparatistes menacent tous ceux qui poursuivent leur scolarité, mais pour la jeune fille, impossible de retourner dans son ancienne école. Ils sont arrivés et je me suis d'un coup retrouvée couchée au sol. Je ne me souviens de rien. Je n'ai pas envie de retourner dans cette école parce que j'ai encore peur. 4 personnes présentées comme les auteurs de ce massacre viennent d'être condamnées à mort par la justice militaire camerounaise. La crise qui se poursuit dans les régions anglophones a déjà fait plus de 3000 morts, des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés en 5 ans. On en vient à la restitution des œuvres d'art au Bénin, 26 au total, des statuettes, des trônes et des objets royaux qui avaient été emportés comme butin de guerre par les troupes françaises dans le palais du roi Béhanzin en 1892. Elles rejoindront bientôt le musée d'histoire de Ouidah. Le musée du Quai Branly déroule cette semaine le tapis rouge à la République du Bénin. Le chef de l'État Emmanuel Macron s'y rendra demain avec son invité, le ministre béninois des Affaires étrangères. Écoutez le président du musée du Quai Branly. Alors, ces objets ont été acquis de manière par la violence, par la contrainte, et donc c'est un des critères qui a été retenu pour répondre à la demande de restitution de la République du Bénin en disant qu'effectivement, il n'était pas admissible aujourd'hui que ces objets puissent rester dans les collections nationales alors qu'ils avaient été acquis sans le consentement des propriétaires initiaux. C'est en tout cas une manière d'examiner en fait l'histoire de nos collections pour pouvoir, en collaboration avec les différents pays qui sont demandeurs, discriminer parmi elles ces objets qui n'ont peut-être plus lieu d'être conservés ici. Pour les autres pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tchad, on est en train de travailler sur la manière dont ces objets ont été acquis. Est-ce qu'ils ont été acquis de manière licite ou illicite? Voilà, propos recueillis par Alexandra Renard et Harold Girard. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, 8 ans de prison requis contre la star de la rumba congolaise Koffi Olomidé, jugé en appel à Versailles pour agression sexuelle et séquestration sur 4 de ses ex-danseuses. Il avait été condamné en première instance à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur l'une de ces jeunes femmes mineures au moment des faits. La réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne et de l'Union africaine à Kigali au Rwanda. Joseph Borrell, haut responsable de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a pu s'entretenir avec Paul Kagame. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui est également sur place, a affirmé que le partenariat avec le continent serait la priorité de la France, qui prend la présidence de l'UE en janvier prochain. Denis Mukwege, hospitalisé à Bruxelles, le prix Nobel de la paix est en tournée européenne depuis plusieurs semaines pour la promotion de son livre « La force des femmes ». Hier, alors qu'il attendait d'être reçu au Parlement bruxellois, il a décommandé tous ses rendez-vous. Tout ce qui était prévu ces prochains jours a également été annulé pour des raisons médicales. Direction à présent le Nigeria. Le pays est devenu ce lundi le premier pays d'Afrique subsaharienne à lancer une version numérique de sa monnaie, le e-Naira. Objectif, se positionner face à la popularité croissante des cryptoactifs. Laurent Berstécher. Un lancement en fanfare pour la nouvelle monnaie virtuelle nigériane. Selon Muhammadu Buhari, le e-Naira permettra de faciliter le commerce digital et les transferts d'argent
et pourrait augmenter le PIB du Nigeria de plusieurs dizaines de milliards de dollars en 10 ans. The use of central bank digital currencies can help move away more people and businesses from the informal into the formal sector. Le e-Naira se veut l'équivalent numérique du Naira nigérian. À la différence des crypto-monnaies comme le Bitcoin qui échappent à tout contrôle étatique, sa valeur est garantie par la banque centrale selon le taux de change officiel. En février dernier, cette même banque avait tenté d'interdire les échanges de crypto-monnaies sans parvenir à freiner un secteur en plein essor au Nigeria. Elle espère aujourd'hui que le e-Naira saura séduire les investisseurs et concurrencer le Bitcoin. Mais l'institution financière devra d'abord gagner la confiance des traders et amateurs de crypto-monnaies que ce volte-face a laissé sceptiques. I've had issues trusting the central bank with crypto because they've already banned crypto, but now they are now releasing their own digital currency. So me, basically, like me, I want to first of all watch and observe. Nombre de Nigérians se demandent par exemple s'ils pourront facilement échanger leur e-Naira en Naira traditionnel, chose que la Banque centrale n'a pour l'instant pas précisé. Un tournoi de karaté en pleine ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une compétition qui réunit 4 pays de la région des Grands Lacs. Le tournoi dit de l'amitié a été organisé par la RDC dans le but de promouvoir la paix et la cohabitation pacifique avec ses voisins dans cette région minée par les conflits. Une arrivée tonitruante pour l'équipe de karaté congolaise. À domicile, elle s'apprête à affronter la Tanzanie, le Burundi et l'Ouganda dans une compétition haut en couleur, un tournoi de karaté pour promouvoir la paix et la cohabitation. Maishi tofauti pia wakuje wacheze mchezo kwa juu, lazima tuko kama tunapendana kama wandugu, sio kwa vita, tukue pamoja kama familia nzuri sana. Depuis près de 30 ans, la région des Grands Lacs est secouée par une crise sécuritaire, portée notamment par des groupes djihadistes qui opèrent à travers les frontières. Une crise qui a contribué à froisser les rapports entre pays voisins, où l'on s'accuse mutuellement de tentatives de déstabilisation. C'est dans ce contexte tendu que les organisateurs ont imaginé ce tournoi, un lieu d'échange entre cultures centré autour d'un sport qui encourage le respect de l'adversaire, même si l'esprit de compétition reste omniprésent. Chercher la paix dans le secteur, dans le Grand Lac, et ravir aussi de médailles, parce qu'on ne vient pas dans une compétition pour accompagner des gens, nous venons pour rafler de médailles. Donc il y a la paix, et puis nous jouons comme des amis, et les meilleurs remportent. Au terme d'une journée bien remplie, c'est la RDC qui arrive en tête avec 12 médailles d'or, suivies de la Tanzanie, du Burundi et de l'Ouganda. Des médailles, mais aussi des souvenirs que ces jeunes athlètes peuvent fièrement ramener chez eux. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.